temps, ça nous permettra peut-être de mettre du matériel vidéo en ligne, y compris quand on est en présentiel. Alors par exemple, dans le cadre des travaux dirigés d'aujourd'hui en première spécialité, on a prévu de travailler, enfin j'ai prévu de vous faire travailler sur votre prise de notes. Donc il va falloir que vous compariez ce que vous avez pu prendre du cours précédent avec ce qu'il aurait fallu que vous reteniez. Donc, dans un certain nombre de cas dans l'année, ça pourrait être intéressant pour moi d'enregistrer un petit peu ce qu'on a dit en cours, pour que vous puissiez le réécouter, par exemple, plutôt que de m'obliger à taper tout, ou de me contraindre à vous donner des photocopies, en fait, du cours, ce qui est la méthode la plus courante depuis le collège, mais qui ne vous permet pas forcément de progresser dans cette transition entre l'oral et l'écrit. Or, il faut que vous soyez capable, évidemment, en université ou dans les écoles supérieures, d'écrire avec vos mots ce que vous avez compris d'une leçon. Alors, en l'occurrence, ici, on avait ensemble commencé donc un chapitre d'introduction avant de commencer véritablement à travailler sur le programme de l'année, un chapitre sur les relations internationales. Donc, logiquement, vous avez remarqué parmi les propos que j'ai tenus la dernière fois, qu'il y avait une petite difficulté d'ordre méthodologique, parce que nous allons étudier donc les relations internationales en tant que enseignants et professeurs d'une part, et élèves lycéens d'autre part, dans le cadre d'un cours qui est quand même plus ou moins un cours d'histoire-géographie, et en tout cas la compétence de votre interlocuteur, moi en l'occurrence, c'est la compétence d'un professeur qui a une formation d'historien. Éventuellement, vous trouverez peut-être des collègues qui ont une formation de géographe. Mais en aucun cas, nous sommes compétents sur la totalité de la question des relations internationales, sauf comme observateur. Mais c'est pas notre spécialité, par exemple, d'être juriste et de connaître le droit international. Or, c'est un aspect de la question important. Nous ne sommes pas non plus diplomates, bien sûr, de formation. Donc, vous aurez, sous le nom de sciences politiques, finalement un cours plutôt d'histoire du temps présent, c'est-à-dire un cours finalement d'histoire, mais original, parce qu'on sort du recul habituel de 30, 40 ou 50 ans qui est exigé pour pouvoir regarder les événements du passé, mais qu'on conserve les techniques, la méthode, la présentation habituelle des choses par les historiens pour parler d'aujourd'hui. Quelque chose qui donc a été théorisé, admis, qui est enseigné à l'université, donc l'histoire non pas contemporaine, mais l'histoire carrément de l'époque dans laquelle on se trouve maintenant. C'est ça qu'on appelle l'histoire du temps présent, et que quelquefois on confond un peu avec l'enseignement de la science politique. Bon voilà, alors pour ce qui est des rapports entre États, cette histoire du temps présent, évidemment, elle permet de mobiliser dans le passé des choses qui expliquent la situation actuelle, mais malgré tout, il y a un manque évident d'informations sur les dessous des gouvernements et de leur fonctionnement que peut-être on n'aura pas toujours à disposition. Deuxième chose, c'est le fous-ami en quoi consiste l'expression relations internationales. Je vous ai fait remarquer que, en fait, c'est des relations plutôt entre États. Donc, dans notre cours, par exemple, le premier point qui était porté, mis en avant, et que vous avez sans doute écrit dans vos cahiers, dans vos classeurs, hein, c'était le fait que notre question des relations internationales, c'est donc le premier chapitre, c'était donc, premier point, à l'intérieur de ce premier chapitre, un champ d'études complexe. Et donc la première idée, c'est que c'est pas seulement l'affaire des historiens. Donc normalement, vous devez avoir cité quelques autres spécialités qui pourraient être concernées, éventuellement pourquoi elles ont été citées par moi, c'est-à-dire pourquoi, dans quelle mesure elles peuvent être concernées, et éventuellement quelques exemples. Alors, vous pouvez avoir noté que les juristes étaient compétents aussi. Pourquoi ? Parce que souvent, quand il y a un litige entre différents pays, divers gouvernements, c'est pas un litige qui n'est pas encadré par des lois, mais c'est un litige qui porte sur un point ou sur des questions, sur
sur lesquels il y a une tradition juridique internationale. Il y a un droit, par exemple, maritime qui existe. Donc le conflit entre la Grèce et la Turquie en Méditerranée pourrait être arbitré en vertu de ce droit. Et donc on pourrait faire appel à des juristes spécialistes du droit. Donc vous voyez, je justifie le fait que les juristes soient éventuellement mobilisés en vous donnant donc une information logique. Ben oui, c'est parce qu'il y a un droit international et un exemple, le droit maritime. Et après, on peut développer en disant qu'en l'occurrence, le problème, c'est que ce droit maritime, il n'est pas universel. Il y a des revendications grecques faites dans le cadre de ce droit maritime, et la Turquie récuse l'existence de cette convention, de ce droit international, donc n'a pas fait valoir ses revendications dans ce cadre-là. Donc une asymétrie, et c'est évidemment que les Grecs qui sont dans une situation confortable, ils ont fait valoir le droit international parce qu'il est à leur avantage dans la région égéenne, et les Turcs, eux, comme cette convention internationale existante mais pas contraignante, chaque État adhère ou non, leur convient pas, ils n'ont pas fait de revendication dans ce cadre-là. Donc c'est pas un pays qui viole une loi qui aurait été admise par tout le monde, y compris lui-même, c'est plutôt un pays qui ne veut pas que cette loi s'applique à son cas particulier. Donc vous voyez bien qu'il y aurait matière à demander un arbitrage de la part de la Turquie, voire à négocier avec la Grèce, ce que la Grèce d'ailleurs n'exclut pas. Bon, donc vous voyez, on a évidemment la possibilité en tant qu'historien d'expliquer pourquoi les Grecs et les Turcs sont en conflit depuis très longtemps, y compris par exemple à cause du conflit qui les oppose à Chypre, mais on peut aussi avoir des juristes qui vont expliquer qui a raison, qui a tort du point de vue du droit, ou quelle solution d'arbitrage on pourrait imaginer. Voilà. Et puis il y a d'autres interventions possibles, celle des militaires qui vont expliquer où la guerre navale entre les deux puissances pourrait avoir lieu, par exemple, si elle avait lieu. Il peut y avoir des spécialistes de l'économie qui vont expliquer pourquoi, par exemple, le contexte ne se prête pas à un affrontement de leur point de vue. Il peut y avoir des spécialistes de la politique qui vont montrer que certains gouvernements en situation de faiblesse face à leur opinion ont tendance à utiliser la force sur la scène internationale. Et puis il peut y avoir des sociologues qui vont travailler plutôt sur les forces profondes, qui vont mouvoir les individus plutôt que les gouvernements. Donc c'était le premier point, ça, c'était pas que l'affaire des historiens. Deuxièmement, donc, pour formuler un petit peu plus nettement ce qu'on avait dit dans l'introduction, les relations, ce sont des interactions. Les relations internationales, c'est des interactions entre États et pas tellement entre nations. Alors, c'est à cause de l'ambiguïté du mot nation, qui peut être entendu comme synonyme d'État-nation. Ces États-nations sont mis en place à la fin de l'époque moderne en Europe, essentiellement en France et en Grande-Bretagne. Et ensuite, donc, le modèle de l'État-nation s'est imposé comme un modèle quasi universel, le modèle qui veut que dans un État, il y ait une seule nation rassemblée et que chaque nation soit rassemblée dans un seul État aussi. Un modèle qui aujourd'hui est en crise, qui est un peu dépassé parce qu'il peut avoir échoué à se concrétiser partout. Donc, ces interactions entre États, au lieu de les appeler les relations interétatiques, on les appelle les relations internationales. C'est un mot un peu trompeur, puisqu'il peut y avoir des États qui n'ont pas d'État, des nations qui n'ont pas d'État. Je me souviens qu'un élève a cité les Kurdes, puisqu'on en avait parlé, mais on peut dire ça des Basques si on veut, ou des Écossais par exemple. On l'a bien dit au début du XIXe siècle, des Allemands. C'est Madame de Staël qui a fait remarquer que les Allemands ça existait, mais il n'y avait pas d'Allemagne. Et donc elle a inventé un mot pour dire la nation amputée d'un État, la nation mutilée, la nation qui n'a pas d'État, qui en voudrait bien pour elle, et elle a employé le mot nationalité. Donc vous voyez que les relations internationales, c'est les relations entre les gouvernements, c'est pour ça qu'on parle d'OIG ou d'ONG, c'est un autre exemple que je pense j'avais donné. Et ensuite le troisième point, c'était pour signaler que la question des relations internationales, très longtemps, elle avait été limitée à quelques nations qui se reconnaissaient mutuellement la qualité de nation et d'État, et donc c'était une poignée d'États européens en fait, et puis que progressivement on avait étendu la notion. En fait, si on remonte très loin, ça je l'avais pas dit la dernière fois, mais si l'on pense à l'Empire romain, puisque dans un certain nombre de cas au lycée, on le prend comme point de départ, par exemple pour l'étude des frontières, les Romains n'avaient pas vraiment de frontières, puisqu'il y avait eux, et puis les barbares sauvages, et que donc la limite entre leur empire et les territoires sauvages n'était pas une frontière, c'était une zone de défense, parce qu'on ne pouvait pas faire de traité valable avec les barbares, et que d'ailleurs les barbares respectaient éventuellement la parole qu'ils avaient donnée à un empereur, mais dès que celui-ci était mort, ils ne respectaient pas le successeur.
en fait le seul État constitué que les Romains aient jamais rencontré pendant l'Empire, ça a été les Perses. Bon, ou avant eux les Parthes. Mais je veux dire que cet ennemi-là, avec lequel on était en capacité de faire une limite qui ressemble à une frontière moderne, une frontière des temps modernes, donc une frontière du 15e, 16e siècle et des périodes plus récentes. C'était pas possible de négocier ça avec les peuples considérés par Rome comme des barbares et dont ils ne reconnaissaient pas évidemment qu'ils possédaient un État. Bon, vous voyez que donc le champ d'études complexe, c'était le premier point dans le chapitre sur les relations internationales qu'on a fait en 1 heure la dernière fois. Donc normalement, là, je viens de redire à peu près la même chose que ce que j'avais dit en cours, et ça pourrait nous servir, ou vous servir, à vérifier déjà votre prise de notes. Peut-être que c'est ce que vous avez fait. Maintenant, dans un deuxième temps, je vais vous afficher un petit résumé de ce qu'il aurait fallu que vous notiez lors du cours, parce que sinon, si je parle pendant 1 heure par la vidéo, ce sera 2 fois le même cours prononcé oralement, sans certitude que pour vous ça soit efficace et que votre prise de notes soit réellement améliorée. Voilà, donc on va regarder ensemble d'abord ce que vous aviez écrit pour ce grand A, un champ d'études très complexe, et après la partie 2, donc des acteurs nombreux, qu'est-ce que vous avez retenu de ce que j'ai pu dire en classe, et qu'est-ce qu'il fallait retenir, et troisième point, est-ce que vous avez bien compris cette idée que les relations internationales ont connu une révolution, elles ont changé, donc elles ont évolué, mais elles ont changé d'une manière tellement forte qu'on peut considérer que c'est vraiment une évolution radicale, une révolution, donc dans le temps long. Voilà, et une fois qu'on aura vérifié que votre prise de notes correspond à peu près à ce qui a été dit, on pourra considérer qu'on a fait l'activité de la journée, c'est-à-dire vérifier qu'on a assez de moyens de votre côté pour prendre des notes correctement. Voilà. S'il y a une grosse déperdition et que ce que vous avez noté, c'était peut-être des détails et pas les choses importantes, ça veut dire qu'il va falloir travailler un petit peu là-dessus pour améliorer les choses. Et ensuite, on pourra passer donc à l'activité suivante. Alors, normalement, j'avais dit qu'on ferait plutôt les travaux dirigés le jeudi, mais comme j'ai eu des questions sur la prise de notes, donc j'ai bien vu que pour certains d'entre vous, il y avait soit des difficultés, soit un doute lié au fait que vous n'étiez pas sûr d'avoir noté ce qui était important d'un point de vue scolaire, donc l'information sur laquelle vous alliez avoir une question, par exemple, notée dans l'avenir. Donc c'est pour ça que ce jeudi, on va plutôt regarder si votre prise de notes est efficace, mais je crois que globalement elle va l'être, hein. Il ne faut pas avoir peur de la prise de notes. Et ensuite, on va aborder, peut-être pas le jeudi, mais peut-être demain vendredi, parce que jeudi on aura un peu mangé tout notre quota d'heures, on va dire, la méthode de l'analyse de documents. Et c'est là que, pour lancer le débat, comme je l'ai fait en terminale aussi, ou dans d'autres niveaux de classe, eh bien, lancer le travail, disons, je vous passe un petit film et on essaie de faire ensemble le commentaire de ce petit film pour réviser la méthode donc de l'étude de documents, qui est quand même une méthode pas facile. Donc moi je veux bien qu'on fasse pas court, qu'on vous distribue des photocopies, qu'on fasse travailler sur les documents, mais encore faut-il que vous ayez la méthodologie. Donc on va réviser ça ensemble, hein, dès la fin du cours aujourd'hui si on y arrive, ou demain sur Voltaire, puisque c'est la fin du programme 2 secondes, et que puisqu'on va travailler sur la démocratie, c'est peut-être pas mal de revenir à un grand philosophe des Lumières et de voir s'il est ou non un démocrate. Bon, alors on va continuer donc à l'instant en travaillant donc sur votre trace écrite. Là déjà j'ai été très bavard.